Ali et moi, donc, sommes frères et sœurs natifs d'une petite enclave espagnole qui se trouve au nord du Maroc, qui se nomme Melilla. Et nos parents avaient divorcé alors qu'on était tout petits. J'avais 2 ans, lui il avait 4 ans. À l'âge de 15 ans, mon frère vient rejoindre ma mère ici en Belgique, donc endroit où elle travaillait depuis déjà X temps. Il va rester en Belgique y vivre pendant 28 ans. Il aura même fait son service militaire vu qu'il est belge, donc à l'époque où c'était encore obligatoire. En 2005, il décide d'aller se réinstaller auprès de mon père à Melilla. À Liaras, en 2006, il y avait une enquête qui avait débuté en Espagne du chef d'infraction terroriste. Et à ce moment-là, il avait été placé en détention pendant quelques jours. Et puis, comme le dossier n'était pas très consistant, on l'a relâché très très rapidement, mais avec des conditions. Et donc, il est resté en liberté conditionnelle en Espagne pendant presque 2 ans, avant que tout d'un coup, en avril 2008, le Maroc émette un mandat d'arrêt international contre lui. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a replacé une nouvelle fois en détention. Et puis, et là, on n'a pas voulu lui octroyer la libération conditionnelle, alors qu'il n'y avait, à mon sens, aucune raison de le placer en détention, ce n'était pas nécessaire. Et quelques mois plus tard, finalement, l'enquête espagnole s'est clôturée pour manque de charge, mais il existait toujours ce titre de détention marocain, et donc on n'a jamais libéré Ali Arras. Le début avril 2008, je contacte le ministère des Affaires étrangères pour demander qu'ils interviennent auprès des autorités espagnoles. Étant donné que mon frère est un ressortissant belge, j'aimerais bien qu'on lui accorde l'importance qui lui est due, c'est-à-dire donc qu'on essaye d'assurer, de le sécuriser. Mais la Belgique ne va jamais intervenir. Même lorsque mon frère, pour dénoncer donc sa détention arbitraire, va entamer une première grève de la faim qui va durer 2 mois, une deuxième grève de la faim qui va durer 1 mois et demi. Et donc je demande à ce moment-là au ministère des Affaires étrangères d'intervenir, donc de demander au consulat belge en Espagne un minimum d'assistance consulaire et la réponse est toujours non. Mon frère ne va pas être jugé vu qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Donc l'Espagne va mener une enquête depuis la première arrestation, donc en novembre 2006. Et elle va se poursuivre jusqu'en mars 2009, date à laquelle le juge antiterroriste Balthazar Garçon prononce un non-lieu. Donc il n'y a pas de lieu à ce moment-là de le garder en détention, vu qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Mais malgré cela, il va rester quand même en détention, toujours en Espagne. Malgré la longueur de la détention, parce qu'il est resté en détention 2 ans et demi avant qu'on décide finalement de l'extrader, et pendant des mois son dossier n'a pas bougé d'un pouce, et c'était pas du tout à cause de l'inertie de ses avocats ou de sa faute à lui, eh bien l'État espagnol, qui avait la liberté et la possibilité de le faire, n'a jamais accepté une remise en liberté. Mon frère, donc à la date du 14 décembre 2010, a été amené et extradé donc vers le Maroc de manière très illégale, vu que les autorités espagnoles n'ont envoyé aucune notification aux avocats, ni à aucun membre de la famille, ni à personne. La personne qui était détenue pour la même affaire qu'Ali Arras, c'était M. Mohamed Elbey. C'est une personne qui, à la différence de Ali Arras, était hispano-marocain. Et donc, quand on est arrivé en phase finale de la procédure d'extradition en Espagne, la décision finale, en fait, revenait au Conseil des ministres, qui pouvait refuser l'extradition sur base de ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Et ça veut dire qu'en tant qu'Espagnol, finalement, il a vraiment bénéficié d'une énorme faveur. Le ministre a décidé de ne pas l'extrader, alors que pour Ali, ça n'a pas posé de problème.
Devant le comité des droits de l'homme, nous estimons qu'il s'agit d'une discrimination qui n'est pas justifiée, d'autant plus que pendant toute l'enquête et toute la procédure d'extradition en Espagne, l'avocat espagnol n'arrêtait pas de répéter que Ali Arras, même s'il n'était pas espagnol, il était citoyen de l'Union européenne et qu'il aurait dû bénéficier de la même protection que celle dont bénéficierait un espagnol. Ce dossier est scandaleuse. Tout bonnement scandaleuse, parce que il y a une discrimination qui existe entre ceux qui sont belgo-marocains, mais qui en plus ne peuvent pas renoncer à leur nationalité marocaine, donc ils sont obligés d'être belgo-marocains, et les belgo-belges. Discrimination pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun support consulaire qui est offert par la Belgique aux belgo-marocains à l'étranger, en dehors de la Belgique, et a fortiori dans le pays dont ils ont l'autre nationalité, c'est-à-dire au Maroc. Alors cette position de la Belgique est une position qu'ils prétendent être habituelle, classique. Ils prétendent que c'est de la coutume internationale. On a des cas d'autres États qui ne pratiquent pas comme ça et qui néanmoins, lorsqu'il y a cette binationalité, vont rendre des visites, offrent une certaine protection consulaire, ce qui n'est pas le cas de la Belgique. Donc je pense que la Belgique devrait agir à l'égard de la situation d'Ali Arras, devrait l'aider Ali Arras. Surtout que la Belgique sait ce qui se passe au Maroc. Je veux dire, on a vu dans Wikileaks les déclarations du consul belge à l'ambassade américaine qui dit dans tel procès terroriste, qui est le procès terroriste qui nous concerne, il n'y a pas eu de procès équitable, on dit que les aveux ont été obtenus sous la contrainte. Donc l'État belge sait qu'un citoyen est en danger et ne réagit pas, c'est inacceptable. Mon frère a été sauvagement torturé. Que pendant 10 jours, on l'a soumis à du courant électrique sur ses parties intimes, accroché par les pieds et battu sauvagement. On a eu une bonne information aujourd'hui parce qu'il y a eu une confrontation avec une des personnes qui l'accusait à la base et qui, devant le juge d'instruction, a confirmé qu'il ne connaissait pas M. Arras et M. Arras ne le connaît pas plus. Et donc, c'est un élément à charge qui tombe. On sait aussi qu'il y avait eu des fouilles pour essayer de retrouver des armes qui ont lieu au Maroc et elles ont aussi été négatives. Et donc, le dossier marocain est en train de se vider, si ce n'est qu'il reste les déclarations que M. Arras a signées au Maroc, des déclarations qui étaient écrites en langue arabe alors que M. Arras ne maîtrise pas l'arabe et qui figurent toujours au dossier. Le mieux qui puisse arriver à Ali Arras, c'est qu'il soit libéré d'abord et qu'il soit acquitté au Maroc des faits qu'on lui reproche. C'est-à-dire que le Maroc finalement reconnaisse qu'il y a déjà eu une enquête en Espagne et que cette enquête n'a rien donné et qu'en plus l'enquête qui est menée au Maroc a pour conséquence que finalement les charges que le Maroc pensait pouvoir retenir contre lui ne sont pas confirmées par l'enquête qu'ils sont occupés à faire et qu'ils disent ok, on a fait notre enquête, M. Ali Arras n'est pas un terroriste, nous le libérons.